Bienvenue dans l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours avec nos éditorialistes Malika Cher, Samuel Ngembok et Daouda Tal. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Défini comme l'ensemble des activités qui échappent à la politique économique et sociale et donc à toute régulation de l'État, le secteur informel occupe une place prépondérante dans l'économie de nombreux pays en développement, en particulier les pays africains. Il est, après l'État, le principal pourvoyeur d'emplois et de richesses dans la majorité de ces pays. Mais ce secteur qui échappe au fisc a besoin d'être appuyé pour être formalisé. Reportage de notre correspondant Burkina Faso, Wendiam Valentin Compaoré. En Afrique, au sud du Sahara, le secteur informel occupe une place prépondérante dans l'économie de nombreux pays. Ainsi, de la restauration au commerce dans la rue, en passant par la coiffure, la couture, l'art ou encore les BTP, on retrouve des acteurs qui exercent à plein temps pour certains et à temps partiel pour d'autres. Selon le Bureau international du travail, ce secteur informel fournit 72% des emplois en Afrique subsaharienne. Ainsi, 93% des nouveaux emplois créés sont dans le secteur informel, alors que le secteur formel n'emploie qu'environ 10% des actifs sur le continent. Beaucoup d'Africains vivent de cette économie parallèle qui a un poids important dans l'économie des pays de l'Afrique au sud du Sahara. À titre d'exemple, au Bénin, au Niger ou encore au Mali, ce secteur représente plus de la moitié du produit intérieur brut, un pan important de l'économie de ces pays en voie de développement. Dans certains pays, des fonds existent pour accompagner ce secteur qui est en plein essor. Quelles sont les conditions pour bénéficier de cet accompagnement? Que faut-il faire pour un secteur informel plus structuré et qui bénéficie à l'économie des pays? En Afrique, le problème de l'employabilité est réel. Dans de nombreux pays, la fonction publique qui était le plus grand pourvoyeur d'emplois recrute de moins en moins. Une situation difficile pour certains diplômés du continent. Reste donc un secteur privé dominé par l'informel. Face au problème du chômage très accentué, certains jeunes préfèrent l'auto-emploi, une alternative viable sur le continent. Je pense que les jeunes de maintenant doivent comprendre que le temps de l'État-providence est révolu. Il leur appartient maintenant de se battre en commençant par l'informel, mais pas pour longtemps. Et cela va aboutir certainement à des coopératives, ou à des sociétés anonymes, ou à des sociétés unipersonnelles, pourquoi pas. Et quand on voit les pays émergents, notamment les pays comme l'Inde ou le Brésil, c'est des pays où les PME foisonnent, où les PMI foisonnent. Je pense que ces PME et PMI sont la résultante d'une certaine entreprise personnelle. Nous sommes ici au Mali, un pays dont l'économie a été libéralisée dans les années 90. Avec une population de plus de 15 millions d'habitants, le secteur informel contribue au produit intérieur brut à plus de 61%. Moi, je me pose la question, qu'est-ce qu'on appelle finalement informel dans notre pays? Parce que quand nous regardons un peu la masse critique de tous ceux qui disent aujourd'hui nous sommes dans les affaires, nous sommes dans les affaires, c'est quand même la majorité qui se retrouve dans ce secteur dit informel. Et moi, souvent, je me pose vraiment la question, est-ce que ce n'est pas l'informel qui définit aujourd'hui l'économie même de nos différents pays? Et aujourd'hui, dire que quelqu'un est dans l'informel, moi je pense que c'est invocable, mais il faudrait trouver mieux que ça. Et je le dis également, chef d'entreprise, ça ne se décrète pas. Les acteurs du secteur informel occupent une place importante dans le tissu économique de la plupart des pays africains. Au Mali, les autorités sont conscientes de l'importance de ce secteur qui est dans une dynamique de structuration. Pour elles, plus l'économie est structurée, plus elle contribuera au développement du pays. Le pays Mali est en train de négocier justement avec des assureurs de la place une fiscalité, une couverture sociale, médico-sociale, qui accompagnera donc le processus de formalisation des entrepreneurs. C'est même s'il faut payer, je ne sais pas, 25 francs par jour, ça peut paraître peut-être énorme, mais un peu moins que ça par jour pour pouvoir bénéficier d'une assurance maladie. Et également, maintenant, on voit qu'il y a beaucoup de vendeurs de cartes téléphoniques. Je dirais qu'aujourd'hui, bon, tout se passe bien. C'est une activité qui marche fort bien.
Mais dans 20 ans, dans 30 ans, peut-être qu'on va changer notre façon justement d'acheter nos cartes téléphoniques. Peut-être qu'on aura des distributeurs, etc., etc. Et ces personnes-là ne seront plus en activité comme maintenant. Il serait bon pour celles-ci, justement, de prévoir une assurance vieillesse à travers cette carte entrepreneur artisan. Issa Gengane est coordonné à Ouagadougou au Burkina Faso. Depuis plus de 5 ans, il s'est installé à son propre compte. Selon lui, seul le soutien financier de l'État fait défaut aux entrepreneurs comme lui. Je gagne un peu. C'est pas beaucoup, mais c'est un peu. Ah, mais comment on va faire? On va débrouiller comme ça. Comme Issa, beaucoup de jeunes exercent leurs activités dans l'informel. Une alternative selon certains dans l'attente d'une formalisation de leur business. À cette jeunesse, en tout cas, je dis que l'informel, pour moi, c'est un passage, en tout cas, si on veut le dire, obligé en la matière, parce que il faut partir. Comme on le dit, c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Donc il faut gravir tous les échelons petit à petit. Mais dire aujourd'hui, on est là, tout de suite, on a tout. En tout cas, je pense que ça se rencontre le plus souvent dans les contes de fées. C'est pourquoi beaucoup sont dessus. Au Burkina Faso, le secteur informel regroupe plus de 70% des actifs urbains, 12% des actifs au plan national et contribue à plus de 32% au produit intérieur brut. Et pour l'accompagner, des fonds ont été alloués par le gouvernement. À titre d'exemple, en 2014, 10 milliards de francs CFA ont été dégagés pour soutenir l'informel. Une subvention dont les conditions d'accès ne sont pas souvent du goût des premiers concernés. C'est un travail que nous-mêmes nous maîtrisons beaucoup. Mais c'est un travail de fonds. Il faut avoir des fonds pour travailler. Si tu n'as pas de fonds, tu vas travailler comment? Puisque nous connaissons des gens qui viennent, ils vendent en gros et puis ils vendent en détail. Ouais. Donc, c'est grand opérateur économique là. Si vous envoyez les affaires et puis il vous faut une certaine concurrence, c'est déloyal. Vous voyez que c'est un peu difficile. Donc, c'est dit qu'actuellement, rien ne peut marcher si vous n'avez pas de l'argent pour travailler. Les programmes d'enseignement en Afrique doivent être conformes aux besoins de l'emploi. C'est la condition selon les analystes pour la réduction du chômage en Afrique. Faire en sorte que l'étudiant lui-même s'installe à son propre compte. Pourquoi ne pas commencer par des affaires informelles? L'histoire socio-économique de l'Afrique au début de la colonisation, il y avait beaucoup d'informels. Hein. Beaucoup de ces hommes qui étaient dans l'informel sont devenus des grands entrepreneurs par la suite. On doit commencer quelque part modestement, par l'informel, pourquoi pas. Le secteur informel est vu comme un palliatif au taux de chômage galopant en Afrique. Mais certains observateurs estiment que sa régularisation est nécessaire pour une qualité des services proposés. Quand vous partez en milieu rural, vous avez des gens qui se promènent pour vendre des produits de toutes sortes. Certains même mettent des blouses pour vendre des produits pharmaceutiques. Donc il y a ça. Deuxième aspect, qu'est-ce que l'État gagne? Puisque le commerce formel permet en fait à l'État de prélever des taxes. Les informels, qu'est-ce qu'ils font? Même si la part contributive du secteur informel s'avère nécessaire pour la lutte contre le chômage, sa contribution aux recettes fiscales est marginale. À titre d'exemple, au Burkina Faso, il est évalué à moins d'1% des recettes du service des impôts. Ce secteur, qui concerne plus de 150 métiers, gagnerait à être mieux encadré selon certains observateurs. Alors, Daouda, je vais peut-être commencer par rappeler quelques chiffres qu'on a entendus pendant le reportage sur le Bureau international du travail. Le secteur informel fournit 72% des emplois en Afrique subsaharienne et 93% des nouveaux emplois créés sur le continent sont dans le secteur informel, alors que seuls 10 le sont dans le secteur formel. Ben ça montre bien, ces chiffres, le poids en fait que représente le secteur informel. Vous avez bien fait, Amira, de le rappeler. Et donc, ce qui veut dire tout simplement qu'il ne peut pas y avoir développement sans la prise en compte de ce secteur, tout simplement. Puisque sinon, on exclut autant d'individus de la chaîne de valeur économique. Alors, moi, à mon avis, pour arriver à
en tout cas profiter de ce secteur, l'idéal, ce serait d'investir dans la formation, une formation adaptée dans un premier temps. Pourquoi une formation adaptée? Parce qu'on l'a vu dans le reportage, les formations universitaires, finalement, dans la plupart des cas, même ça a été réformé dans les pays développés, mais dans nos pays, ce n'est pas encore le cas toujours. Et donc, en fait, ces formations ne s'adaptent pas aux besoins du marché. Et il faudrait, dans les universités, réformer pour que les formations correspondent aux besoins du marché. Enfin, se former, le but, c'est de trouver un emploi. Si on se forme en philosophie ou en lettres, ou je ne sais pas, alors que le marché même ne donne pas des emplois de ce type. Donc ça me semble important. Et puis ceux qui sont déjà en activité dans le secteur informel, leur proposer des formations aussi adaptées à leur secteur d'activité. La deuxième chose, pour moi, c'est l'accès au financement. L'accès au financement est important parce que pour changer d'échelle, parce qu'on sait très bien que le secteur informel, ça correspond à des petits emplois, des petits revenus. Donc, pour réussir ce changement d'échelle, il faut permettre l'accès à des fonds. Bon, là, on peut parler du microcrédit, des fonds de garantie, des choses comme ça, mais en tout cas, il faut aller vers ça. La troisième chose qui me semble importante, c'est la formalisation des activités, la formalisation du secteur informel, finalement. Pourquoi pas? Bon, on l'a vu au Burkina Faso, il y a un guichet unique. On a vu la dame s'exprimer. Le guichet unique permet de créer sa petite entreprise d'un seul coup, on va dire. Et il faudrait renforcer ce genre de choses, faire des réformes aussi allant dans ce sens, dans le sens de la fiscalité. Puisque pour attirer des investisseurs, des investissements directs étrangers, les États font des sortes de concessions, des avantages fiscaux, etc. Il faut d'abord qu'on commence par nous-mêmes, qu'on puisse dire, quelqu'un qui quitte le secteur informel pour formaliser son activité pendant 1 an, 6 mois, 2 ans. Quelques privilèges. Exactement. Ça les motive à venir parce que le secteur informel, comme son nom l'indique, c'est complètement informel. Donc les gens, ça échappe complètement au contrôle de l'État. Les acteurs ne payent pas l'impôt. Alors s'ils savent que quand ils se formalisent, ils vont devoir payer l'impôt tout de suite, bon, ça pose un problème, c'est pas très motivant. Donc à mon avis, ces 3 éléments-là me semblent importants pour changer d'échelle, formaliser, et puis une dernière chose, l'accès à la commande publique. Je prends l'exemple d'un menuisier du coin. Quand on construit une école, l'État construit une école, il faut l'équiper en table-banc. Ce menuisier-là peut fournir ses tables-bancs dans la localité, mais tant que son activité n'est pas formelle, cette personne ne peut pas avoir accès à la commande publique qui demande du coup un certain nombre de garanties, un certain nombre de papiers, puisque ça passe par un marché public tout simplement. Donc en fait, faire toutes ces réformes, ces mesures-là me paraissent importantes pour leur permettre de changer d'échelle et de pouvoir en tout cas profiter de leur activité. Alors Malik, ce secteur informel, est-ce qu'il nuit ou pas aux États ? C'est un débat interminable. Il y en a qui sont qui disent que justement le secteur informel nuit à l'économie des pays. Pourquoi? Parce que ça empêche l'État de gagner en recettes fiscales. L'autre débat, c'est de dire que l'économie informelle, l'autre avis, pardon, c'est de dire que l'économie informelle permet à des populations de se sortir de la pauvreté, de s'en sortir. Donc le débat serait interminable. Il n'y a pas une vérité. Je ne pense pas qu'il y ait une vérité. Vous savez que... Est-ce que l'État a tout intérêt à formaliser ce secteur? Oui, l'État a intérêt à formaliser ce secteur parce que je pense qu'il y a, dans l'informel, c'est un secteur où il y a des expériences qui sont bonnes à suivre. Il y a des entrepreneurs, tout le monde le sait, il y a des personnes qui ont démarré petit et qui sont arrivées à avoir des commerces, à avoir des structures importantes, même dans le secteur informel. Donc oui, c'est du pain béni, je dirais, pour l'État de formaliser. Maintenant, il faut avoir un peu de pédagogie envers ces personnes-là parce que c'est vrai que leur dire de payer des impôts, commencer à payer quelques taxes, des redevances, ça demande un moyen pédagogique aussi, ça demande de la pédagogie envers eux. Donc c'est un processus qui est difficile de mettre en place parce que l'informel s'est constitué comme ça un peu parce que l'État a abandonné les populations. Lorsqu'il y a eu les réajustements structurels, les réajustements économiques, la population s'est prise en charge et n'a pas attendu l'État. Donc il est difficile de dire à ces personnes qui sont dans l'informel, maintenant il faut revenir dans le formel. Elles se sont prises en charge, elles ont essayé de survivre alors que l'État les a abandonnées parce que l'État devait faire des coupes budgétaires, devait se réformer, ne pouvait plus payer les institutions, les fonctionnaires. Donc c'est de la pédagogie avant tout qui doit être mise en place. Alors, Samuel, des employés de maison, des vendeurs de fruits, de cacahuètes, il y a des millions de personnes qui sont aujourd'hui dans le secteur informel. C'est un travail de titan de les insérer dans le secteur formel.
C'est un travail de titan de les insérer dans le secteur formel, mais encore faut-il que l'État et les partenaires sociaux, les syndicats, les patronats puissent trouver des solutions pour ce problème. Moi, je partage l'avis de ceux qui pensent que l'État a abandonné et n'a pas eu intérêt à formaliser ce secteur, parce que c'est tout au long de ces décennies où l'État a abandonné une bonne partie de la population que le secteur informel a explosé. Justement, et à ce moment-là, les fonctionnaires se sont lourdement enrichis. Et donc, il n'allait pas de l'intérêt de l'État de formaliser ce secteur. Ce qu'il faut quand même souligner par rapport à tous ces différents défis, c'est que tant que l'État sera incapable, aujourd'hui il montre son incapacité à absorber le chômage, tant que l'État sera incapable de l'absorber et que le secteur privé ne sera pas dynamique, il faudra d'ailleurs faire la distinction entre le secteur privé formel et le secteur privé informel. Donc si le secteur privé formel est incapable d'absorber ces populations qui arrivent sur le marché du travail, il est fort probable que l'on voit le secteur informel continuer à se développer au détriment de l'ensemble du développement national. Pourquoi? Parce que ce sont des pays, ce sont des couches populaires qui resteront dans la fragilité, qui resteront dans la promiscuité et qui n'auront pas des moyens pour encadrer et protéger sur le plan social leur progéniture. Alors, Daouda, on en revient souvent à cela autour du plateau et c'est ce qui a été mis en lumière par Samuel, c'est ce manque de volonté politique. Oui, c'est le manque de volonté politique pose problème à ce niveau-là, effectivement, puisque toutes les mesures que moi, en tout cas, j'ai annoncées tout à l'heure, qui me semblent être des solutions, on peut les mettre en œuvre qu'avec une volonté politique. C'est évident et Samuel a raison là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut souvent... D'ailleurs, les crises qui se déroulent en Afrique, parfois, c'est des jeunes qui sont un petit peu, entre guillemets, en errance et qui veulent revendiquer leurs droits. Donc, c'est de l'intérêt de tout État d'avancer une politique publique efficace, volontariste, envers ces jeunes qui représentent le poids le plus important d'un point de vue démographique en Afrique, parce que sinon, ça peut devenir une bombe sociale également. Donc je pense que vous avez raison, il faut de la forte volonté politique pour venir à bout de ce phénomène, de ce problème et formaliser, accompagner les entrepreneurs en tout cas. Malik, cet essor du secteur informel met également en lumière l'inadéquation entre les formations universitaires et le marché de l'emploi. Oui, Daouda l'a rappelé d'ailleurs précédemment, il y a un problème, il y a toujours ce problème de formation universitaire parce qu'il n'y a pas cette philosophie de l'entrepreneuriat. C'est une chose qu'on n'enseigne pas à l'université et comme Daouda l'a dit précédemment, il y a toujours ces filières classiques qui plaisent à beaucoup de monde, mais malheureusement, il faut voir la réalité des choses. Il y a des filières qui ne correspondent plus à la réalité économique qui est sur le terrain. Pas seulement africaine. En France, on sait que les sciences humaines, c'est un véritable problème en France. Et ça se pose aussi en Afrique. Surtout en Afrique francophone, qui a quand même assez recopié, je dirais, le modèle universitaire français. Donc, les sciences humaines ne sont pas forcément une voie d'ouverture favorable pour les jeunes pour accéder au marché du travail. Donc, c'est vraiment une réforme globale, une réforme de l'éducation, mais surtout l'éducation universitaire qui doit être entreprise. D'où, et là, on en revient toujours à cette volonté politique, mais aussi dans l'éducation. Et au manque de planification, comme l'aurait dit Jean-Marie. Et c'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News. On met tout de suite.